Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, merci d'être avec nous et nous sommes ravis de vous retrouver ce soir dans Politiquement Incorrect pour une nouvelle émission. Nous allons nous intéresser à Michel Onfray et à son livre Cosmos. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce philosophe dans notre émission ou dans les médias. Peut-être en êtes-vous un lecteur. Michel Onfray fait partie de ces philosophes dont on entend de plus en plus parler, comme Alain Finkielkraut. Ils ont d'ailleurs fait l'objet d'un reportage du Supplément dimanche dernier sur Canal+. Alors, que nous dit Michel Onfray dans son ouvrage? C'est Marc qui nous le présentera ce soir. Allez, on peut déjà vous révéler qu'il sera question de nature, de culture, d'agriculture. Bien sûr. Et puisqu'on parle de nature, nous ne pourrons nous empêcher ce soir d'élargir ce sujet au réchauffement climatique d'une part, aux inondations du week-end dernier dans le sud de la France également, et puis bien sûr au débat sur les plats végétariens dans nos écoles. Nature, culture, matérialisme, les grands enjeux philosophiques de notre monde. Pour débattre ce soir, je serai avec Louise, bonsoir Louise, Bonsoir. et avec Marc, bonsoir Marc. Bonsoir. N'oubliez pas les réseaux sociaux pour réagir, Facebook, Politiquement Incorrect, et Twitter, Incorrect, RECC à chaque fois. C'est parti pour Politiquement Incorrect, deuxième de la saison. Politiquement Incorrect. Le jeudi sur Radio Rec. Présenté par Nicolas. Avec nos excuses à nos auditeurs qui nous écoutent d'habitude sur le player du site internet. Petite combine, allez sur Facebook que vous pourrez retrouver le player sur la page à gauche pour nous retrouver. Voilà, des petits problèmes à cette rentrée, mais nous sommes bien là, en tout cas en podcast si jamais vous nous écoutez à la suite de l'enregistrement de cette émission. Et nous sommes toujours aussi ravis de vous retrouver, n'est-ce pas Marc ? Tout à fait, ton fidèle au poste pour cette deuxième émission de Politiquement Incorrect, et on retrouve toujours Louise, donc c'est toujours un plaisir. Voilà, effectivement, et on a retrouvé dans le prélude de cette émission la voix d'Hugo dans notre publicité. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez, car Hugo par exemple est en Corée du Sud, Maxime est en Normandie. Nous les aurons certainement dans la saison par le biais des moyens numériques actuels qui nous permettent d'aller à la rencontre de personnes très lointaines. Mais voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en studio. Nous essaierons évidemment de vous accueillir le mieux possible, et on vous accueillera le mieux possible bien sûr. Cosmos de Michel Onfray. Alors, le premier tome d'une trilogie, Marc. Ce Cosmos de Michel Onfray, tu vas nous en parler. Le deuxième tome, ce sera Décadence, et le troisième, Sagesse. C'est assez rigolo d'ailleurs de faire la sagesse après la décadence, mais voilà. Effectivement, c'est ça. Michel Onfray, philosophe, homme de cette société qui essaye de la décrypter sous un angle un peu particulier évidemment, et qui nous aborde différents thèmes dans son ouvrage. Tu vas nous en parler. Une œuvre, tu nous me disais en préparant cette émission, qui est sous forme d'un manuel un petit peu pour comprendre notre monde actuel. Effectivement, eh bien... on a un nouvel éclairage philosophique sur le monde actuel, un petit peu plus sur les champs, la campagne, que la ville. Michel Onfray va un petit peu au-delà des clichés habituels et va au-delà de la philosophie telle qu'elle est, je dirais, avec ses grands concepts universitaires, n'est-ce pas ? Oui, alors évidemment, on va parler aujourd'hui de chapitres en particulier qui sont dans le livre, hein. Le livre est séparé en 5 grandes parties, et dans chaque partie, 5 chapitres qui sont rédigés par ce philosophe, qui est un philosophe assez particulier, qui, je ne le classerai pas du tout dans la même veine que Finkielkraut, sur le plan théorique, philosophique, oui. bien sûr. Après, sur les débats médiatiques et sur leur percée dans le monde des médias, on peut appeler ça une forme de percée, parce qu'on les voit de plus en plus souvent, même si c'est pour leur dire qu'ils ont tort. C'est souvent ça, hein, dont il est question. On le classe souvent comme quelqu'un de... Enfin, il se clash, pardon, le lapsus révélateur, il se classe comme quelqu'un qui est à l'extrême gauche, et ce qu'il est, mais beaucoup par justement ses écrits le décrivent comme quelqu'un qui rejoint Zemmour, qui se zémorise ou qui se finkielkrautise. En tout cas, ce sont des choses assez régulières quand on aborde des thèmes en parlant tout simplement d'une réalité. Et toute réalité n'est visiblement pas bonne à dire dans un concept que j'ai trouvé assez intéressant en écoutant la radio tout à l'heure, qui est ce concept d'idéocratie. En disant il y a une idée générale, alors d'autres parlent de bien-pensance, mais l'idéocratie est bien dans le sens où il y a une idée générale qui est tenue par une forme d'oligarchie, une petite élite qui n'est pas forcément politique, mais qui peut être aussi justement dans ces universités qui sont critiquées et démontées par Michel Onfray.
Alors, on va bien sûr, au-delà des clivages politiques dont on entend parler dans les médias et dont on peut parler ci et là dans nos conversations diverses. Michel Onfray est un philosophe qui a des points de vue particuliers. Tu souhaites nous faire ce soir un focus sur certains passages de son ouvrage. Je vais bien sûr te laisser la main pour nous faire un premier focus. Sur quel sujet déjà? Sur un sujet sur le lien entre culte, culture et agriculture. Parce qu'on a régulièrement tendance, alors c'est pas forcément de notre fait, mais en tout cas de par notre éducation et par ce qu'on a pu lire de manière générale, tendance à opposer la culture et l'agriculture, la culture au sens des idées, hein, pas la culture dans des champs. En tout cas, culture et culte, on a souvent tendance à les opposer. Et aussi agriculture. Ce sont trois thèmes qui, comme ça, de manière brute, n'ont pas de cohérence si on ne réfléchit pas de manière concrète. Or, Michel Onfray pose cette question, existe-t-il justement une relation entre culture, culte et agriculture? Autrement dit, y a-t-il une relation intime entre le savoir, Mhm. les dieux et les champs? Et sans embâche, Michel Onfray répond oui. Il explique que à l'époque de Virgile, donc là ça nous emmène assez loin, le paysan est celui qui donc doit cultiver, et pour cultiver il se doit d'invoquer les dieux. Alors on n'est pas dans les grands monothéismes, on est dans des concepts polythéistes, c'est-à-dire à chaque culture correspond un dieu, à chaque saison correspond un dieu, à chaque comment dirais-je, espace solaire, lunaire correspond un dieu. Il faut donc invoquer les dieux pour que la récolte soit bonne, parce que le paysan ne vit que de ça. D'où la relation en fait entre Dieu et culture. Hein, si on réfléchit, Culte. et culte, pardon, Dieu et finalement agriculture. Euh, la culture, il nous dit aussi, Michel Onfray, que la culture et l'agriculture entraînent une relation intime via un matériau qui leur est commun, qui est tout simplement la terre. La culture d'un homme, explique-t-il, se confond donc avec l'agriculture. Il s'agit en fait pour l'homme de transformer un champ d'épines, un roncier, un ramassis de chardon, des plantes urticantes, en jardin de sambre pour prévenir des maladies, pour un potager pour avoir de la nourriture, un jardin d'agrément pour la beauté, etc. Bref, il conclut en disant: conserver la nature, puis la dépasser, enfin la retrouver transfigurée par la culture, tel est le projet qui est fait par le paysan. Aussi, autre point entre culture et agriculture, ces deux concepts procèdent de la même façon, et il explique qu'il y a un souci commun de sculpter une antinature, c'est-à-dire le jardin en soi propose une contre-nature. Le dispositif de serre, par exemple, hein, nous permet d'avoir des laitues en janvier, et d'autres nous permettent d'avoir des fruits qui ne sont pas de saison, mais nous permettent en tout cas d'avoir des fruits ou des légumes qui ne sont pas de saison, et de pouvoir les produire et de les vendre et de les consommer. Et alors ça, il faut le condamner ou... Non, justement, il dit qu'il y a des choses il faut avoir cette nature, il faut prendre en compte le fait que la nature, on peut la dominer, mais pour qu'elle nous serve, et il faut la dominer intelligemment. C'est-à-dire, si on met des serres, mais de manière, j'allais dire, bio, et encore dans le bio, c'est une agriculture raisonnée, c'est pas une agriculture sans pesticides forcément, hein, en tout cas c'est une agriculture raisonnée. Donc non, on peut produire sans se soucier forcément des saisons par des dispositifs de serre, mais le faire de manière intelligente, de manière quasi naturelle, si je puis dire, en tout cas. Et il en tire cette conclusion en disant, vous voyez, le paysan entretient justement un lien entre culture, agriculture et, euh, et culte. Et il nous dit, en citant Virgile, on peut comprendre le monde, en fait, à la manière de Virgile, c'est-à-dire tout homme peut tirer des leçons sur la marche philosophique du monde en examinant le fonctionnement d'une ruche. C'est-à-dire il faut comprendre ces cycles de la nature, c'est-à-dire il y a un éternel retour des choses. C'est-à-dire pour le paysan, labourer, semer, récolter, labourer, semer, récolter. Il faut se sentir fragment d'un grand tout, et pour l'humanité, ça fonctionne. Alors si c'est pas labourer, semer, récolter pour l'humanité, ça va être naître, croître, décliner, vieillir, mourir. Voilà comment l'agriculture, nous dit-il, offre des leçons de choses modestes mais déterminantes à la culture. Il conclut en ces termes: le penseur des villes n'arrive pas à la cheville du penseur des champs, d'où la notion que tu évoquais tout à l'heure entre culture des villes et culture des champs. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à les opposer. Or, de fait, il y a beaucoup plus à tirer du fonctionnement d'une ruche que de lire des traités sur la marche du monde, chez des grands philosophes, même des traités politiques chez Hobbes et Locke, etc. Alors on le voit, c'est une vision très philosophique évidemment hein, Qui est du monde. qui est très pratique finalement, parce que philosophique, si tu entends philosophique par, j'allais dire quasi le savoir tout simplement, bien oui, oui c'est très philosophique, mais ça ne veut pas dire que c'est pas concret. C'est assez concret. Et d'ailleurs, il poursuit en fait en disant que si on comprend ce cycle, quel est le premier travail de la culture? Justement,
de connaître les lois de l'éthologie. L'éthologie, c'est quoi? C'est de savoir que nous sommes ni plus ni moins que des animaux. Alors, j'expliquerai pourquoi il ne faut pas mettre dans le même sac les animaux et les hommes, mais en tout cas, il faut connaître les lois de l'éthologie. En fait, on provient tous de cette réalité brutale, naître, croître, se développer, vieillir et mourir. On est aussi dans un rapport où nous gardons nos réflexes du cerveau reptilien, si vous voulez. On a un cortex, d'accord, on a une conscience de notre conscience, mais on a des gestes qui nous permettent de dire qu'on dépend de l'animal et que l'animal qui rampe en nous, pour être précis, gouverne en profondeur. Et il prend cet exemple à partir du champ, de la prairie, et il tire des enseignements de cette éthologie. Et il prend l'exemple, voilà, c'est ça que je voulais en dire, sur la propriété. Alors, il nous dit, la propriété, c'est quelque chose que l'on pense comme étant purement humain, c'est-à-dire que c'est nous qui avons notre propriété, et lui explique en substance que la propriété n'est ni plus ni moins qu'un réflexe tétologique, enfin un réflexe animal. Avoir sa propriété, la défendre avec les lois, avec la justice, avec la police qui va tirer sur tout ce qui bouge si on entre dans notre propriété, même si on n'a pas le droit de se faire justice soi-même, justement, il y a la police. Et tout ça montre le fait que nous respectons les lois de l'éthologie qui sont aussi celles de l'animal. Et je conclurai là-dessus. Il s'agit pour lui de montrer que la nature n'est pas l'ennemi de la culture, au contraire, mais son matériau. La nature en soi, il dit, n'est pas une matière à détruire, mais une force à dompter. La culture est un univers qui conserve le sens primitif d'agriculture, un art du jardin intérieur, de la construction d'un rapport sain à soi, aux autres et au monde, dans une perspective harmonieuse et non contradictoire avec la nature. C'est-à-dire qu'il faut savoir ça, faire avec et faire en sorte que des fois, il faut pouvoir passer à travers ces lois sans contrarier substantiellement la nature. Donc, il en vient du coup à cette analyse. Sortons de ces religions monothéistes qui nous disent que la vérité du monde n'est pas dans le monde, mais dans le livre qui dit le monde. C'est une des grandes leçons que Michel Onfray traite dans son ouvrage. Et alors, où est-ce qu'il se positionne par rapport justement aux religions, aux religieux? Parce que autant bon, le savoir, on maîtrise, autant l'agriculture, on maîtrise, autant la religion, où est-ce qu'il situe la religion? Bah, c'est un athée forcené, forcené, Michel Onfray, il est pas contre ceux qui y croient, il n'est pas contre les croyants, il est contre les religions, ce qui est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que quand il critique l'islam, le judaïsme ou la chrétienté dans le traité d'athéologie, qui est un ouvrage qui a plus de 10 ans, mais qui est toujours valide, malheureusement, on le voit, et bah, il nous dit tout simplement, heu, arrêtons de chercher les raisons de ce monde et les mécanismes de ce monde-là dans un arrière-monde, au sens nietzschéen, c'est-à-dire expliquer le monde par un arrière-monde qui serait celui de Dieu, mais comprenons la nature en fonction de ce qu'est la nature et comment elle fonctionne selon ses propres mécanismes. Voilà, c'est un athée, c'est quelqu'un qui se dit hédoniste, donc qui s'oppose par définition aux principes religieux, et qui en ça incarne tout ce qu'un athée devrait être. Et il continue justement dans sa critique de la religion en nous disant que, contrairement à ce que dit la religion, la nature n'est pas une matière à détruire. Euh, euh, le monde est là, il s'explique par lui-même, c'est un ici-bas. Donc en gros, essayer de comprendre qu'il y a la religion qui explique le monde par l'arrière-monde, c'est-à-dire la transcendance, et sa philosophie athée et l'ontologie matérialiste qu'il propose, d'essayer de la comprendre euh, tout simplement par un ici-bas. Donc arrière-monde religion, ici-bas ontologie matérialiste. Et ontologie matérialiste, je ne l'ai pas précisé, l'ontologie, c'est une étude de l'être. Et quand on étudie l'être, on a le droit de l'étudier de manière spirituelle, donc en disant l'être est là, mais il dépend de Dieu, ou il dépend justement des cycles de la nature et de ontologie matérialiste. C'est ça les deux grands courants. Euh, et il dit aussi ceci qui est intéressant, opposer l'homme et la nature ne semble pas opératoire. C'est sur ça que je voulais revenir pour arriver au sujet sur la relation homme-animal et notre consommation. Il nous fait savoir que car pour opposer l'homme et la nature, il faut singulièrement partir du principe que l'homme n'est pas dans la nature, mais au dehors, à côté, en face, en marge, bref, ailleurs. Préférons donc, c'est sa formulation, la formulation de l'homme est la nature, EST,
à l'homme et la nature. Parce que souvent, même nous, Nico, quand on était en géographie, on avait souvent tendance à faire l'homme et la nature, ET. Et lui, non, on ne part pas de ce principe-là, l'homme et la nature, point final. Et il explique que quand nous croyons nous extirper de la nature, nous lui obéissons de fait. Quand nous imaginons nous en émanciper, nous y soumettons, pardon. Quand nous pensons la laisser derrière nous, nous nous plions à son ordre. Et il revient à cet exemple, par exemple, sur la propriété dont je disais, sur le principe de propriété, qui est une loi, selon lui, éthologique des territoires. La police, la justice, etc. Le principe, la propriété, par le biais de la police, procède de l'agencement des forces en meute. La justice qui la défend dérive des jeux de force d'intimidation des mâles dominants et de cour. Bref, le code civil met en mots la loi de la jungle faisant alors juridiction. C'est pour te dire que il y a une loi, donc nous ne sommes pas des animaux, il y a des lois qui font que, mais ces lois aussi, de fait, dépendent des lois de l'éthologie, des lois d'animal. Nous avons un territoire, nous voulons défendre. Alors, ce n'est pas des principes de guerre, mais quand on va plus loin, c'est des principes de guerre. Et donc, il dit que c'est le triomphe de la meute, tout simplement. Alors, effectivement, tu as souligné cette distinction homme-nature, puisque par définition géographique, ce qui est naturel n'a pas été touché par l'homme, alors que, effectivement, dans une dimension philosophique, il y a évidemment d'autres réflexions qui sont menées ici même par Michel Onfray. Mais voilà, effectivement, une distinction là entre les différentes définitions, puisque dans certains champs disciplinaires, eh bien, l'homme se distingue forcément de la nature, puisqu'il est construit par opposition à la nature. Et justement, Oui. ce que tu viens de dire, c'est là où il faut aller. C'est-à-dire, pourquoi nous pensons que l'homme a été... je vous pose la question, par exemple, pourquoi vous pensez qu'on oppose souvent l'homme et l'animal? Par quelle raison? Qu'est-ce qui explique historiquement qu'on s'oppose à que l'homme s'opposerait à la nature? Est-ce que vous avez une idée comme ça? Bon, je sais pas. En tout Bah, cas, Louise, peut-être? Bah, je pense que c'est juste une question de supériorité intellectuelle et du coup, à partir de là, l'homme ne veut pas se dire trop proche de l'animal puisqu'il considère l'animal moins intelligent, j'imagine. oui, il y a de ça. Et du coup, si on va plus loin, qui a dit ça finalement? Qui a dit que l'homme était plus intelligent, que l'homme devait dominer l'animal et que l'animal n'était qu'un objet pour l'homme? L'homme? Non, la religion, tout simplement. Enfin, Oui, bah. oui, l'homme. Non, mais si vous voulez, non, mais je veux dire, c'est pas tous les hommes. Je veux dire, on n'a pas tous dit ça comme ça, brut, de manière brute. Non, mais parce que le langage est un élément de l'homme et que l'homme a défini Mais, toutes les autres espèces comme étant animales alors que lui est l'homme. mais justement, apparemment, dire que les animaux ne seraient pas intelligents d'une part et n'auraient pas de langage d'autre part, certaines, c'est ce qu'il dit, hein, alors après, j'ai pas été vérifié, il faudra le faire, c'est une vérité qui n'est pas finalement pas fondée, en tout cas qui est en train d'être remise en cause. Alors, c'est pour ça que je voulais, pour moi, enfin, plutôt pour l'auteur, et je souscris à ce qu'il dit, il dit notre considération de l'animal est, enfin notre rapport aux animaux a été construit par plus de 2000 ans, plus de 1000 ans de christianisme. Et malgré une déchristianisation, bon, faut pas utiliser ça, on parle de sécularisation, mais en tout cas, on va dire ça de manière, ouais, déchristianisation, nous voulons toujours, nous vivons toujours sous ce paradis. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on n'est plus chrétien, c'est vrai, évidemment, la civilisation chrétienne, enfin judéo-chrétienne est en train de décliner, mais nous vivons toujours sur cette vérité qui serait que l'homme serait supérieur à l'animal. Et il prend l'exemple justement de la religion chrétienne qui, nous ayant créés à son image, nous les hommes, hein, je parle, Dieu produit en fait de façon performative, pardon, notre domination sur les animaux, ce qui explique d'une part nos mauvais traitements et notre consommation par la douleur infligée sous ce régime judéo-chrétien. Donc, Dieu crée une hiérarchie, donnant les animaux tout simplement aux hommes et les végétaux aux hommes et aux animaux. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les animaux qui sont pour les hommes et les végétaux qui sont à la fois pour les animaux et pour les hommes. Donc, si on réfléchit un peu et qu'on va plus loin dans le livre, le judéo-christianisme nous a enseigné deux choses. D'abord que Dieu a dit à l'homme qu'il lui fallait soumettre l'animal à son bon vouloir. Ensuite, qu'il faut vider l'animal de son sang rouge et chaud, de sa chair vive et palpitante pour le consommer. Et avec de telles considérations, aujourd'hui, on peut prétendre, enfin certains osent prétendre plutôt, que le miel que produisent les abeilles serait uniquement quelque chose qui serait fait pour l'homme. C'est-à-dire, partant de là, si l'animal nous sert à nous, il est notre objet, on peut considérer que toute production animale, alors comme les abeilles, etc., sont faites pour les hommes. C'est ça qui est assez
quand on réfléchit, qui est assez vrai, parce qu'aujourd'hui, avant de se renseigner, on pense tout de suite une opposition entre l'homme et l'animal, et que les animaux, bah, grâce à eux, bon, on a ça, grâce à eux, on a ci, grâce à eux, on a ça, et on mange de la viande. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la science va donner raison plus tard à ceux qui soutenaient que l'homme et l'animal n'étaient pas opposés. Et c'est pour ça que Darwin constatait exactement la même chose, et il opposa en son temps l'animal non humain et l'animal humain. Et la différence, selon lui, était simple. Les singes hommes, à l'opposé des singes singes, évoluent dans un sens social qui débouche sur la création d'une société pacifiée, de la morale communautaire et de la religion collective. Autrement dit, contrairement aux singes, nous, les hommes, nous avons la possibilité, par un contrat social et par d'autres, par les lois, par la justice, etc., de ne pas utiliser la force. Alors évidemment, quand on regarde les guerres, on se dit, bah si, mais justement, c'est parce que ces principes ne fonctionnent pas et il y a toujours des problèmes. Et en tout cas, pour dire ceci, que la religion nous a imposé notre grille de lecture entre l'homme et l'animal, qu'elle a fait de l'animal un objet qui nous est attribué, et que dans ce sens, il faut distinguer, selon Darwin, contrairement à ce que dit la religion chrétienne, l'animal non humain de l'animal humain, tout simplement. On va peut-être demander à Louise si elle a des questions, des commentaires sur cette première partie de la chronique qui se poursuit dans un instant, éventuellement. Bah, du coup, sur l'ensemble, je me retrouve plutôt dans ces idées-là. Après, il faudrait approfondir. Oui, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire, à part qu'on parle beaucoup de maîtriser, dominer la nature. Et bah, moi, quand j'y pense, pourquoi il faudrait la dominer? Enfin, je trouve qu'on la détruit plus qu'autre chose en ce moment. Et la question, c'est plus de vivre en harmonie avec la nature. Ça fait peut-être un peu utopique dit comme ça, mais C'est une question intéressante et qui effectivement rejoint toute. On parle de homme et nature, homme. Enfin voilà, on a tendance à opposer l'homme et l'animal. Et pourquoi ne pas prendre ça sous l'angle du vivre ensemble finalement? Bah, tout ça, déjà, quand Onfray explique, alors je ne suis pas son défenseur non plus, mais quand Onfray explique qu'il faut des fois, il dit pas dominer la nature, c'est-à-dire que il faut avoir ce souci de sculpter une antinature pour la retrouver. Autrement dit, la nature, on n'est pas obligé de la défaire pour qu'elle nous convienne. Parfois, on est obligé de faire avec, et c'est comme ça. On peut pas. Alors évidemment, c'est notre système d'exploitation et notre système de commercialisation, et bon, si on va par extension que notre système capitaliste, qui fait que par nos ressources, on a besoin. En fait, on crée nos ressources propres. C'est-à-dire qu'Onfray n'est pas dans cette logique-là. Il dit pas on a besoin de tout ce que le capitalisme crée. Non, lui, il dit juste que si on était un peu plus intelligent, il faudrait faire en sorte de prendre la nature pour ce qu'elle a de mieux. Et des fois, pour obtenir ce qu'elle a de mieux, il est nécessaire de cultiver. Vous n'allez pas avoir des tomates si vous ne cultivez pas vous-même. Donc en soi, vous sculptez une antinature, parce que les tomates, vous ne les trouvez pas partout, mais vous pouvez les faire pousser à peu près partout. Enfin, en tout cas, dans certains endroits, vous pouvez, en tout cas en France, on peut les faire pousser sans problème. C'est-à-dire que il ne faut pas opposer le système, je veux dire, micro-social, où chacun fait sa production, au système macro-économique qui se sert avant tout de ressources et fait défait la nature pour avoir une production. Non, là c'est vraiment, on fait en sorte d'être avec elle, et on est obligé, je veux dire, si on ne dominait pas un tant soit peu la nature, on ne pourrait pas vivre. Je veux dire, il y aurait des feuilles partout, des arbres ne pourraient pas marcher. Enfin, je veux dire, on est obligé en quelque sorte de l'entretenir. Ce qui ne veut pas dire. On peut dire, moi je pense qu'il aurait fallu utiliser le terme d'entretien. C'est-à-dire, on entretient la nature. Donc, si on l'entretient, par définition, on s'y détache, parce qu'elle n'est pas comme ça, la nature, à l'état naturel, si on peut dire comme ça. Donc, on est obligé, des fois, de faire en sorte de couper, de délaguer, de jardiner pour manger, etc. Donc, attention à pas. Enfin, je pense que il faut pas confondre le système de production en masse à un système de production locale qui est fait pour une consommation. Et puis là, on parle de la consommation, mais il y a d'autres choses. Donc, pour répondre clairement, je dirais qu'on peut entretenir, mais par définition, l'entretenir, c'est déjà la défaire. Donc, Alors, on va faire un parallèle avec l'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des inondations dans le sud de la France ce week-end et qui ont beaucoup fait parler évidemment dans les médias. Sont évidemment pointés du doigt
alors je dirais pas les règles d'urbanisme, mais plus particulièrement, du coup, ceux qui urbanisent et notamment le logement. Tu parlais à l'instant même, eh bien, de faire en sorte, voilà, d'utiliser la nature pour optimiser un petit peu tout cela. Là, on a eu il y a quelques années, c'était sur l'Atlantique, du côté de la Vendée et des Charentes-Maritimes. Il y avait eu une tempête qui avait fait de nombreux dégâts. Là, cette fois-ci, c'est dans le sud. Sont pointés du doigt, évidemment, eh bien, toute la négligence des différents pardon, participants à l'urbanisation, au fait qu'il y a dorénavant beaucoup moins d'espaces verts permettant effectivement eh bien, de récupérer l'eau, et donc du coup toute cette eau qui est stockée dans des bassins mais parfois qui ne sont pas bien sécurisés s'évacue. Donc voilà, il y a de grandes questions. Alain Bourdin, qui est enseignant à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée dans le cadre de l'école d'urbanisme de Paris, a été interrogé sur Europe 1 là-dessus, sur cette question. La question, puisqu'il est urbaniste, lui était posée de savoir si eh bien, l'urbanisme était en cause sur la Côte d'Azur. Et donc il déclare: aujourd'hui, nous payons les erreurs qui ont été commises il y a 30 ans. Donc voilà, effectivement, l'homme qui veut dompter la nature n'y arrive pas forcément. Comment ça vous fait réagir, cette actualité, vis-à-vis effectivement de ce que tu as dit, Marc? Peut-être. Pardon, Louise, comment réagir à ce qu'a dit Marc à l'instant et faire le parallèle un petit peu entre ces actualités? Bah, du coup, ces actualités, ça montre que oui, on peut pas maîtriser totalement la nature et qu'il faut être un minimum prudent. Du coup, c'est un peu comme si la nature reprenait son droit sur les installations de l'être humain qui s'est un peu trop installé peut-être, je sais pas, un peu trop imposé. Marc, tu partages cette vision également, suite à la lecture de Michel Onfray, d'une urbanisation. Alors, Alain Bourdin, dont je parlais à l'instant, dit il faut prendre plusieurs mesures, avoir une vision stratégique à l'échelle du territoire et non au niveau local. Voilà, il faut reconsidérer un petit peu la place de l'homme, finalement, sur le territoire, et en particulier dans des zones où, on le sait, il y a plus de facteurs pour que ce soit dangereux, etc. Et puis tout cela rejoint évidemment cette fameuse question du réchauffement climatique, avec des modifications parfois dans le temps, dans la météo, que certains décrivent comme étant des nouveautés par rapport à ce qu'on avait avant. Bah, enfin, en substance, je suis d'accord avec Louise. C'est-à-dire que on sait très bien que on peut pas totalement dompter la nature et que l'homme pourrait se sédentariser, c'est forcément prendre des risques. Hein. On étudie toujours les risques. Après, je pense qu'on peut se sédentariser de manière intelligente. C'est-à-dire que si beaucoup de personnes n'ont pas été concernées par ces aléas climatiques, enfin météorologiques, euh, c'est bien qu'il y a une forme d'intelligence dans le sens où on peut se loger quelque part en prenant en compte les risques. Euh, J'aurais été d'accord sur d'autres trucs, par exemple le nucléaire ou autre, où là, évidemment, ça pose beaucoup de problèmes. Pour les questions des logements et des inondations, il y a malheureusement des zones qui sont propices à ça. C'est-à-dire que quand on étudie les risques, effectivement, il y a des risques quand on est près d'un cours d'eau, bah, si ça pleut beaucoup, bah, le cours d'eau monte, etc. Donc là, je pointerais plus du doigt non pas les gens qui veulent avoir un logement et se sédentariser et avoir voilà, construire leur famille ou vivre tranquillement dans un pavillon ou dans un appartement ou avoir un commerce. Je pointerais plus du doigt ceux euh, qui ont permis la construction, les promoteurs. Alors là, on parle de cet exemple-là, mais il y en a eu d'autres. Hein. Évidemment, c'est régulier comme événement. Le problème, c'est que le développement des villes s'est fait généralement près d'un cours d'eau. C'est toujours été comme ça. Il y a souvent eu un méandre, etc., qui fait que il y a de l'eau, donc on va se mettre là. Petit hommage à Benjamin Pommier, notre Voilà. professeur de Non, mais c'est géographie vrai. de Alors l'environnement. le problème, c'est de faire en sorte qu'on puisse s'éloigner de ça. Est-ce que c'est possible? Oui, non, on ne sait pas. Voilà, pour l'eau, c'est pratique des fois Aujourd'hui, ce ne d'avoir de sont l'eau pas les côté. grands fleuves qui Non, débordent. non, mais je parle de manière générale. Et il y a des zones qui, sans parler des fleuves, des zones topographiques qui font que elles sont propices à l'accumulation d'eau, qui sont propices justement à l'épanchement d'eau. Ça dépend lesquelles. Alors, il y a des zones, et là, je pense que c'est la responsabilité des promoteurs, on va dire, et si il y avait, alors je sais que c'est spéculation de savoir, mais et s'il y avait un risque de fait, si on est dans un plateau ou dans un bas de plateau, et oui, s'il pleut, comment on fait? Et ben là, le marché est plus important que l'intelligence météorologique, j'allais dire. Et du coup, c'est avant tout eux qu'il faut pointer du doigt parce que
on va pas me dire qu'avec tout ce qu'on a comme développement, comme technologie, comme système informatique, comme études climatologiques, météorologiques, on va pas me dire on peut pas, qu'on ne peut pas comment, connaître ces risques. Alors, le problème, c'est que bah, des terrains se libèrent, des gens achètent, hein, on risque de faire un truc qui est bien là-dedans, et des fois il y a des risques. Donc il faut étudier plus spécifiquement ces questions-là. Mais ça rejoint le problème de la démographie, plus de gens, donc plus de personnes à loger, qui veut être proche de certaines aménités urbaines, qui veut être plus proche de la nature, mais plus proche de la nature, ça peut aussi dire la gadoue. Donc il y a une espèce d'équilibre, des fois on ne peut pas maîtriser. Je veux dire, on est soumis aux règles de la nature, et malheureusement, et c'est comme ça, il y a des zones plus ou moins élevées en risque. Il faut prendre ceux où il y a le moins de risques, évidemment. Alors effectivement, hein, tous des enjeux face aux risques, et notamment l'État qui a été pointé du doigt. Mais il faut savoir qu'il y a des plans de prévention des risques, 11 500 en France, nous dit Le Monde. Le diagnostic donc est parfaitement connu de l'État, le risque est connu finalement de tous, puisqu'aujourd'hui, lorsque l'on construit, on sait si on est dans une zone inondable ou non. Maintenant, voilà, prendre un risque, ben voilà, ça prend tout son sens dans ces conditions. Rappelons le bilan de ce week-end, une vingtaine, enfin 20 morts pour le moment. Voilà, il y a encore parfois des gens qui étaient portés disparus, donc un triste bilan tout de même. Et puis évidemment, eh bien, le bilan, il est depuis plusieurs années effectivement assez important. 35 décès en Languedoc-Roussillon en novembre 99, 24 dans les Cévennes en septembre 2002 et 17 dans le sud-est de la France dont je parlais tout à l'heure. Non, là c'était les précédentes voilà, inondations de septembre et novembre 2014. 17 morts, voilà, sur le littoral dans le sud-est de la France. Donc voilà, sur cette page, nous te laissons continuer, Marc, sur la chronique concernant Michel Onfray. Et nous parlerons ensuite de deux autres sujets liés à la suite de cette chronique. Le réchauffement climatique, puisque Nicolas Hulot, eh bien, c'est Louis qui nous en parlera très brièvement. Nicolas Hulot qui s'engage pleinement dans cette lutte contre le réchauffement climatique, j'allais dire, puisque je ne sais pas si on peut encore lutter véritablement contre, mais voilà, nous en parlerons. Et puis, sur les repas végétariens, Marc. Ah, je pensais qu'il y avait un jingle qui arrivait. Ah, bah, tu veux un jingle? Je peux le mettre, il n'y a pas de souci, on met le jingle. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube. Suffisait de le demander, moi je fais ce qu'on me demande, je mets le jingle, il n'y a pas de problème. On est parti parce que justement on va parler plus tard, enfin juste après, de donc, la relation homme-animal mais étendue à la consommation. Donc j'ai voulu aborder un sujet qui est traité par Onfray dans son livre, donc c'est la grosse partie réservée à l'animal, cet alter ego dissociable, donc, et dans lequel il est question du système dans lequel on peut consommer, homme-animal confondu bien évidemment. Alors, la position judéo-chrétienne, alors je reprends le livre et la thèse du livre, n'est pas tenable, évidemment. On ne peut pas dire que l'animal est l'objet de l'homme, on ne peut pas dire que l'homme serait supérieur à l'animal, donc il peut faire ce qu'il veut avec. Mais est-ce que l'exact inverse est possible? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que l'animal il serait encore au-dessus ou carrément sur une même ligne d'identité avec l'homme? L'exact inverse, ça se nomme l'antispécisme, qui est défendu entre autres par un philosophe australien qui est très connu dans le milieu, qui s'appelle Peter Singer, qui fonde en fait sa philosophie sur la défense des animaux en disant les animaux souffrent, il faut en tant qu'homme interdire cette souffrance animale. Donc là on est vraiment à l'exact opposé de la proposition judéo-chrétienne. Et il va plus loin, et c'est là Peter Singer est un personnage qui est très connu justement pour faire le buzz. Il explique que, par exemple, qu'entre un nourrisson, enfin un fœtus, il y a un poulet, non, même entre un nourrisson et un poulet, il faudrait mieux se sauver le poulet parce que le nourrisson n'a pas son système nerveux avant tel temps, etc., etc. Et là, il va plus loin en disant que, à l'image, il assimile l'exploitation des animaux à celle des esclaves dans le régime colonial. Donc voilà, c'est l'idée de faire un petit peu le buzz. En tout cas, bon, je laisse à ceux qui veulent se positionner le soin de le faire. Et donc, les antispécistes, donc en partie représentés par Peter Singer, s'opposent aux recherches sur les animaux, à l'élevage industriel, à la consommation d'animaux, etc.
Le problème, c'est que les antispécistes, et Peter Singer en tête, voudraient hisser les animaux à hauteur ontologique des hommes. Mais de fait, par ce fait, ils se contentent souvent de descendre l'homme, et les hommes, à hauteur d'animaux. Pour eux, les antispécistes nous disent les hommes se comportent comme des animaux lorsqu'ils abattent sauvagement et en bataille ces mêmes animaux qui seraient en dessous d'eux. Onfray dit tout simplement c'est une impasse et il faut aller plus loin que cette alternative entre position judéo-chrétienne et position antispéciste. Alors l'homme, il nous dit, se distingue des animaux par son pouvoir à ne pas tuer. Il dit non à son déterminisme prédateur, c'est-à-dire qu'un animal va chasser, va se nourrir, va tuer pour survivre tout simplement. Et il explique que l'homme étant différent, de cette manière-là, il n'y a pas une différence de nature entre l'homme et l'animal, mais une différence de degré. Autrement dit, il dit que si on va dans cette voie médiane, il faudrait être vegan. Et il explique qu'en la matière, pourtant, le véganisme étant ceux qui ne consomment rien qui vient de l'animal, donc pas de viande, pas de produits dérivés type œufs, lait, miel et autres, et ceux aussi qui ne portent, et donc ils ne portent pas aussi de cuir, de soie, de laine, etc. Tout ce qui dépend, ce qui vient de l'animal. Alors, en la matière, pourtant, il défend le véganisme, mais il dit qu'il est croyant, mais non pratiquant. Il explique, pour se défendre, il dit « Joie de la souffrance puis de la mort infligée à un animal définit, certes, le sadisme. Or, il n'y a pas de sadisme chez un boucher. Le boucher donne la mort mais ne jouit pas de l'infliger, contrairement au matador des corridas. » Il y a une partie, un chapitre réservé aux corridas dans lequel il critique vraiment de manière très acerbe, légitimement, je trouve, justement ces corridas en disant qu'on jouit en fait, par le spectacle, qu'on jouit d'infliger la mort à un taureau par une mise en scène, théâtralisation, etc. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'il dit que le véganisme et même le végétarisme, s'il à un degré moindre, il dit je suis croyant, non pratiquant, et on se demande pourquoi il est si opposé que ça à Peter Singer, parce qu'il a les mêmes conclusions que Peter Singer, mais il n'explique pas la même chose, et surtout, il développe une autre voie. Alors, il dit qu'il y a un certain problème chez Peter Singer, parce que le philosophe australien donc, est végétarien, mais ne s'oppose pas à la consommation d'œufs, de poules, élevés en plein air. Or, dans la production d'œufs, nous rappelons frais, les poussins mâles sont détruits à la naissance. Alors, Peter Singer consomme du lait, du beurre, de la crème, des yaourts. Le lait est obtenu après qu'on éloigne le veau de sa mère, c'est une autre forme de souffrance. Autrement dit, le végétarien, contrairement au vegan que défend Michel Onfray, avoue, et c'est là que c'est un terme important, avoue une indignation sélective, partielle et partiale. Il se fait la courroie de transmission de la souffrance animale en mangeant un œuf à la coque, en tartinant son beurre sur sa biscotte, en sucrant son café avec du miel, en y ajoutant du lait, en enfilant ses chaussures en cuir, en portant une chemise en soie, un pull en cachemire, un pantalon de laine, en donnant des croquettes à son chat, en conduisant des enfants à une leçon d'équitation, en jouant au tiercé. Critiqué par le vegan, le végétarien découvre qu'il fait souffrir les animaux comme les mangeurs de viande. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une différence, parce que Peter Singer n'est pas vegan, mais il est végétarien. Donc il dit que soit on va jusqu'au bout, et on est vegan, soit on ne peut pas faire de partage entre ça. Je vois Louise qui rit, on verra pourquoi. Oui, on va ouvrir le débat, effectivement, oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en théorie, bon, d'accord, admettons, faut être vegan pour être totalement cohérent. D'accord. Mais alors, que donnerait un monde dans lequel, l'auteur pose la question, dans lequel le végétarisme ou le véganisme ferait la loi? Qu'est-ce que ça donnerait? Alors, le végétarisme, il explique qu'il y aurait une disparition totale des animaux domestiques, vaches, porcs, cheval, poule, chat, chien, dans la mesure où ces animaux n'existaient pas à l'état naturel. Les animaux que nous mangeons pour la plupart ont été domestiqués depuis des milliers d'années. Ce ne sont pas des animaux qui sont là à l'état naturel, si vous voulez. On les a domestiqués. Autrement dit, ce que le citadin pétri de connaissances, je le cite, l'ivresque prend pour des fragments emblématiques de la nature a été dénaturé, transformé, défiguré, selon le principe un jour formulé par les judéo-chrétiens. Premier point. Donc ça, c'est pour le végétarisme. Venons-en au véganisme. Alors, il explique quelles seraient, donc je répète, quelles sont les conséquences si le véganisme ferait la loi. Il resterait quelques-uns de ces animaux qui, laissés à leur pleine et entière liberté, redeviendraient sauvages et poseraient alors le problème de la survie des humains. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, et Onfray n'est pas le premier à avoir fait ce travail-là, il y a beaucoup d'études qui sont faites, il ne faut pas croire qu'il n'y a que Onfray qui a fait ça. C'est-à-dire que
si on va plus loin dans cette opposition entre je mange de la viande, je mange pas de la viande, déjà, il faut faire des sous-catégories. Végétariens, végétaliens, c'est-à-dire que ceux qui ne mangent pas de viande et ne mangent pas d'œufs, produits dérivés, etc. Euh, Il y a déjà une strate. Il y a trois échelles qui entrent en jeu. Et si on choisit une ou l'autre strate, il y a bien évidemment des problèmes. Si on est végétarien, on cause encore de la souffrance animale. Si on est végétalien, on pose encore la souffrance de l'animal. Mais si on est vegan, on est très bien. Mais ça pose un autre problème, c'est celui justement de ces animaux qui redeviendraient sauvages et qui pourraient nous poser problème pour notre survie. Et dans le cas des végétariens, ok, on mange pas de viande, mais n'oublions pas que ces animaux qui ont été domestiqués, si on relâche de la nature, ils viendraient tout de suite à mourir. Donc, haute souffrance animale. Donc, vous voyez, j'ai voulu prendre ce sujet pour essayer d'arriver au thème de ce soir, pour dire que c'est loin d'être simple et que tout simplement, se positionner, c'est très difficile. Parce que moi aussi, je me dis que être vegan, ça serait très bien, mais je sens cette crainte de voir des animaux qui reviendraient sauvages, etc. Bah, pas à notre temps, mais en tout cas dans le futur. Donc c'est une question qui mérite attention et réflexion. Manger de la viande, sinon on va voir revenir les dinosaures. Euh, C'est un peu le sous-entendu, effectivement, si on extrapole. Eh bien, sujet très intéressant. Peut-être des questions de la part de Louise, peut-être une première réaction, puisque ce sujet, je le rappelle pour les auditeurs qui ne font que nous suivre ou qui débutent peut-être, hein, c'est peut-être la première fois que vous nous écoutez. Nous avons eu un débat animé cet été sur Facebook sur la question du repas végétarien à l'école. Rappelons en parallèle, et juste après je te cède la parole, Louise, que effectivement, de plus en plus d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques, soutiennent l'idée de mettre en place des repas végétariens à l'école, ou des repas, enfin ce qu'on appelle des repas de substitution, ce qui permettrait de résoudre plusieurs problématiques. La première, celle des végétariens, ou souvent d'ailleurs des parents végétariens, qui souhaitent que leurs enfants ne mangent pas nécessairement de viande à l'école. Le deuxième, bien connu, c'est évidemment celui du problème du porc à l'école ou de la viande qui n'est pas halal ou je ne sais quoi encore, ou cachère, ou ce que vous voulez. Et donc effectivement, de résoudre ce problème en mettant des repas sans viande, ce qui permet aux enfants, du coup, sans qu'on ait besoin de dire qu'on est musulman ou qu'on est quoi que ce soit, eh bien de manger un autre repas, etc., etc. Donc ce débat est né, évidemment, puisque vous le savez, ces questions sont très conflictuelles et problématiques dans notre société. Et donc du coup, face à cela, certains ont trouvé la parade en disant, bah oui, il suffit de mettre des repas végétariens ou des repas sans viande pour faciliter un petit peu tout cela. Mon propos cet été sur nos réseaux sociaux politiquement incorrects était de dire que l'enfant qui ne veut pas manger à la cantine de viande, eh ben, il ne mange pas de viande, il mangera ses légumes comme tout le monde. Et voilà. Un reportage a été diffusé ce midi dans le 12-13 de Samuel Etienne sur France 3 et précisait effectivement, enfin montrer l'exemple d'une cantine à Lyon où les enfants sont invités à dire s'ils prennent le repas habituel ou alors c'est leurs parents qui décident s'ils prennent le repas habituel ou s'ils prennent le repas dit bleu, c'est-à-dire le repas sans viande. Et le reportage montrait la vertu de cette idée en disant que les repas du coup de substitution sont équilibrés alors qu'ils ne le seraient pas forcément si l'enfant ne mangeait qu'une partie de son plat principal. En gros, voilà, je résume la situation. Le débat est ouvert. Louise va débuter évidemment la joute. Alors déjà pour revenir sur Onfray, je trouve ça un peu bizarre de prôner le véganisme et de se dire pas pratiquant. Bah, enfin, pourquoi il fait pas une partie au moins de ce qu'il prône? Ensuite, son exemple sur le boucher, je comprends pas trop. Parce que le boucher ne le fait pas dans l'intention de faire souffrir l'animal, c'est pas grave, c'est bon, on peut manger des animaux. Il souffre quand même, mais vu que l'intention c'est pas de le faire souffrir, on peut le manger. Ah, c'est à moi de répondre. Je trouve ça... Non, mais... Si, ce serait bien qu'il réponde. Si t'as quelque chose à dire, je trouve Non, ça c'est Peut-être un sur le peu paradoxe bizarre. on ferait pour débuter, Non, effectivement. c'est-à-dire que Parce quand que les je sais que tu t'es réclamé toi-même de cette phrase pratiquant, croyant mais non pratiquant de ce que prône ici on Bien ferait. sûr, non, mais je souscris à des thèses d'Onfray, il y en a d'autres avec lesquels je m'éloigne. C'est pas pour moi l'idée d'être idéologue et de me dire oh, super quoi qu'ils disent, non, ça serait être quasiment fanatique et c'est pas du tout mon but. Non, il explique que quand des végétariens attaquent des boucheries, sous prétexte qu'ils font souffrir les animaux, ce ne sont pas les bouchers qui font souffrir l'animal. C'est-à-dire que euh, dans les abattoirs, par exemple, là, bon, est-ce qu'on peut parler aussi de souffrance? Alors évidemment, ils souffrent. On voit des vidéos tout à fait détestables d'animaux qui se font
tuer, même avec d'autres pratiques où il y aurait des calmants, etc. Mais bon, c'est toujours terrible. C'est-à-dire qu'il faut bien dissocier. Je veux dire, le boucher n'est pour rien. Je veux dire, lui ne tue pas. C'est-à-dire qu'il faut bien dissocier ceux qui le font vraiment et ceux qui sont là, en fait, qui font une sorte de consommation. Donc, c'était ça l'exemple du boucher, pour Oui, être mais c'est un précis. peu facile dans ce Oui, mais cas. il les défend pas. Hein. Ouais. Dans ce cas, c'est comme nous avec nos téléphones. Bah, il y a des enfants qui fabriquent les téléphones dans des conditions horribles en Chine. Mais bon, les revendeurs, c'est pas eux qui les font travailler, donc c'est pas grave et c'est pas de leur faute, faut pas les attaquer eux. C'est un bon exemple. Non, c'est un très bon exemple, mais je trouve que là, c'est un petit peu. Non, vraiment pas. C'est quand même J'essaie de réfléchir. participer, je trouve. J'essaye de réfléchir vraiment. Et je me dis que l'exemple n'est pas forcément le même si j'y vois des points de cohérence, dans la mesure où, évidemment, alors dans ce cas-là, on va plus loin. Hein, le fauteuil qu'on a là, nos fringues et nos baskets et tout. Donc forcément, leur vendeur serait coupable. Non, c'est-à-dire que. Et puis les petits Américains qui sont en train de pédaler dans le centre international de Facebook pour nous permettre la diffusion, pour Non, mais je veux dire que l'électricité. quand, quand il y a à s'offusquer devant ces situations qui sont bien évidemment à critiquer et même qui sont détestables, pour les productions en Chine et même plus dans l'Asie en règle générale, qui on attaque? On n'attaque pas les revendeurs généralement. On attaque les grandes fermes, les grandes consommations. Il y a des manifestations disant c'est pas bien, etc. Là, on attaque forcément le boucher qui est un revendeur au même titre que le vendeur de chaussures. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de deux poids deux mesures là-dedans en disant bah, le boucher forcément donc, il est là donc il coupe donc c'est pas bien alors que les autres mettent en boîte et exposent donc ça sera pas la même chose. Non, j'ai dit qu'il n'y a pas une volonté comme chez nous, comme leur vendeur ne se dit pas je vais. Enfin, par exemple, leur vendeur de viande ne se dit pas bah, je jouis de donner la souffrance à cet animal, comme les revendeurs de grandes égéries de marque ne disent pas bah, je suis content de faire souffrir des Asiatiques. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour être cohérent, et les véganes, s'il y avait un projet politique qui devait se faire, pas les véganes, mais en tout cas, être cohérent et s'attaquer d'abord aux grandes firmes qui organisent tout ça avant de s'attaquer aux petits pecnos qui revendent et qui essaient de gagner sa bille tous les mois pour pouvoir survivre tout simplement. Mais je comprends ta réaction et je suis d'accord avec toi. Bah, du coup, si je veux défendre vraiment, il faut être végétarien ou vegan ou végétalien ou etc. Bah, dans ce cas, c'est presque pire puisque le boucher, bah, c'est presque pire que les revendeurs de téléphone puisque, bon, j'exagère un peu, mais c'est du coup, il sait quand même qu'il sert un cadavre, quoi, pour exagérer ou non, il sert un cadavre découpé en morceaux et il le revend. Du coup, il participe quand même clairement à ça, même si bah, sa volonté, c'est pas de faire souffrir. Enfin, je pense qu'aucune personne, sa volonté, c'est de faire souffrir, bien qu'il y en a qui sont vraiment cruels avec les animaux, mais il est quand même pour, et en général, les bouchers se disent pas oui, je le revends parce que j'ai pas le choix, c'est pas de ma faute. En général, les bouchers, ils aiment la viande, ils le revendiquent et c'est la viande, quoi. Oui, enfin, non, mais dans ce cas-là, les vendeurs de chaussures aiment les chaussures, ils en portent et on les voit toujours. Non, ce que je veux te dire, c'est que je suis d'accord avec toi, mais tu penses comme ça, je pense, parce que derrière cette chaussure, tu vois pas t'as pas forcément la matière et tu vois pas forcément ce qu'il y a derrière. Quand tu vois une viande, tu dis pas forcément, là, on l'a tué, il y a de la viande, là, c'est directement servi dans un petit sac. C'est-à-dire que si on réfléchit, la chaussure ne porte pas la marque de la souffrance, mais par extension, elle s'y attache. C'est-à-dire que la viande, directement, c'est de la viande, donc forcément, quelqu'un est mort. Là, la chaussure, bah, c'est joli, puis en plus, on fait de la pub, et c'est là, on verra pas de la pub pour des viandes exposées, magnifiques, c'est génial. Quoi que si, on fait de la viande. Si, genre, je dis des conneries, parce que j'ai des bêtises qu'on voit souvent des trucs, manger de la viande, charal, enfin. Charal. Voilà, exactement. Non, je pense qu'on peut penser comme ça, je comprends ce que tu dis, mais tout simplement parce que la chaussure ne porte pas la marque de la souffrance, tout simplement. Bah, après, moi, ce que Pas visiblement, je du disais ça plus par rapport pour défendre aux végétariens qui s'attaquent aux bouchers. Après, pour ce qui est de la chaussure, oui, c'est sûr qu'on se rend moins compte que c'est de la peau animale qu'on a à nos pieds. Mais je suis d'accord là-dessus. Mais c'était plus pour réagir par rapport à ce que tu disais sur les végétariens qui attaquent les bouchers. Après aussi, ce que j'ai pas trop compris, c'est le fait de dire que les végétariens, si tout le monde devient végétarien, on n'a plus d'animaux domestiques, dont les chats. Et je comprends pas pourquoi on pourrait pas continuer à avoir des animaux domestiques comme eux, puisque on leur fait pas de mal. Au contraire, je pense qu'on leur fait plutôt du bien.
d'une certaine façon. Bah, on a mal compris. Enfin, Oui, je peux je pense que c'est un point qu'il faut préciser la effectivement. préciser, c'est-à-dire que si le végétarisme aujourd'hui serait la ligne à suivre pour tout le monde, la plupart des animaux que nous consommons, alors pas le chat, mais dans certains endroits, oui. Alors peut-être pas en Occident, les chats et les chiens, mais en tout cas revenons aux exemples principaux, le cheval, le porc et le bœuf, ce sont des animaux qu'on a quelque part domestiqués pour les manger. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu les relâches dans la nature, comme un chien que tu as élevé, que tu lâches dans la nature, il va être complètement paumé, il va mourir. Donc les animaux, ça serait dans la même logique, ça serait ça. C'est-à-dire que va élever enfin domestique des animaux qui sont élevés dans un pré, qui ont un homme toujours pour s'occuper d'eux, lâche-les le lendemain dans la nature, ils ne sauront pas se nourrir, ils ne sauront pas cela par extension, etc. Donc pour le chat et le chien, je veux bien que dans notre exemple et pour chez nous, ça fonctionne, je suis d'accord avec toi. Autrement dit, pour les autres, bah, il s'est relâché dans la nature et mourrait, bah oui, mourrait tout simplement. Mais est-ce que c'est juste une... Pourquoi il faudrait relâcher dans la nature? Il faudrait d'abord arrêter de les faire se reproduire dans des quantités pas possibles. Et ensuite, bah... Si, il y a Donc il quand mourrait même... finalement. Enfin, la race, enfin, bon, je sais que le terme n'est pas autorisé, mais là on parle d'animaux, donc j'ai le droit. Oui, la race sexe, ah, va mourir, comment on appelle ça? S'éteindre? S'éteindre. Sexe machin, il n'y a pas un truc comme ça? Sexe Si machin. tu veux employer des mots absolument compliqués, tu peux, mais non, Non, je reprends juste ce que dit Louis, si je comprends bien. C'est en gros, les animaux, on n'est plus obligé de les manger, mais étant donné qu'on les mange plus, déjà on les fait plus se reproduire en quantité extravagante. Et t'as vu un mot en ex, en quantité Non, mais extravagante. Et à côté de ça, extinction, cherchez. extinction, en voie d'extinction, Voilà. effectivement. Mais en parallèle, on peut continuer tout simplement de les domestiquer quand même pour les avoir, alors chez soi, non, mais dans les fermes, dans des. Mais dans- dans- non, mais dans ce cas-là, réfléchis comme un paysan ou un agriculteur. Oh, non, comme un éleveur plutôt. Quel est l'intérêt de nourrir ces bêtes, donc qui vont te coûter du fric, de l'eau, des champs, etc. Comme le chien et le chat. Mais du coup, Enfin, c'est plus, quand c'est t'as plus une un question généralement, d'élevage. tu as un cheptel, t'as un élevage, donc c'est des Aujourd'hui, pour le quantités vendre énormes. et pour produire Donc de la quel serait nourriture. l'intérêt aujourd'hui de garder ces animaux de compagnie qui sont beaucoup plus, qui demandent beaucoup plus d'argent pour les entretenir que les chats et les chiens? Ça Mais dépend. justement, c'est pas Non. ça. La question, c'est du coup de plus avoir un élevage intensif d'animaux. Après, si ça t'amuse d'avoir une vache chez toi, parce que Pour le lait, pour le lait éventuellement, ou un cochon, Oui, parce mais on les fait que souffrir quand même. non mais oui. Ah non. oui. Non mais si Oui. on a la logique, faut pas faire souffrir les animaux. non, mais moi, ce que je veux dire, c'est les garder comme animal domestique, comme un chat, un chien, juste parce que t'as envie de passer du bon temps avec cet animal, parce que t'as envie de créer une relation affective avec. Non mais ce que je veux te Et dire, du c'est que c'est pas la même entre un porc, une vache et un cheval, il y a quand même il y a un chat et un chien entre les deux, il y a quand même une grande. Non mais c'est intéressant comme débat. Et un poisson Et il y a rouge. quoi comme différence pour toi? Tu sais qu'un cochon, c'est presque plus intelligent qu'un chien? Non mais c'est pas ça. Non, je te parle de la façon de l'entretenir. Alors évidemment, tu peux le domestiquer. D'ailleurs, les cochons, c'est un mauvais exemple parce que les petits cochons, des fois, on en a chez soi. Mais je te parle là des porcs. Hein. Je te parle pas des petits cochons élevés que certains osent traîner en laisse. Enfin, c'est terrible. Mais bon, décadence pour le coup. Non mais si on y va par là, excusez-moi, mais je rebondis. L'animal que l'on fait souffrir, est-ce qu'on fait souffrir un chien avec une laisse, par exemple? Alors, attends, là, on sort du lit, donc je ne sais pas. Ah ça y est, on c'est sort les du lit, t'es animaux- plus capable Non, de mais- répondre. Non, mais là, je vais pas si tu veux, je veux pas faire passer pour quelqu'un qui défendra au frais, pieds et poings liés. Non, pas du tout. Là, je sors du bouquin et là, on parle à notre titre personnel. Moi, je pense que le problème de poser. Évidemment, peut-être que le chien souffre parce que des fois, on l'empêche d'aller où il veut aller. Souvent, allez, on y va, puis il voudrait peut-être rester là pour faire ses besoins ou aller ailleurs et courir. Mais évidemment que dans ce cas-là, il souffre. Mais comme on est dans un rapport de domestication qui fait que le chien a toujours été plus ou moins comme ça s'intériorise, je pense, ces choses-là. Donc, je ne sais pas, je pourrais pas te répondre. Il faudrait demander à un chien de s'exprimer. Eh bien, nous en avons un en ligne. Voilà. Non, mais c'est une vraie question, mais je sais pas te répondre. Il faudra demander à des spécialistes en psychologie canine de te renseigner, mais je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Louise? Je pense pas que ça le fasse souffrir plus que ça, à moins que tu utilises un collier étrangleur. Enfin, mais Bah oui, mais justement, tu vois, c'est regarde. plus un signe de soumission. Et après, les chiens, bah, là-bas, c'est un animal qui vit en meute, comme les loups. Du coup, il y a toujours un Bah, c'est les dominant. loups, hein, les chiens. Du coup, Enfin, je suis pas sûre que ce soit vraiment une souffrance pour eux. pense que D'être c'est- en laisse, c'est une façon de les protéger.
J'avais que le coq, j'avais pas le chien, je suis désolé. Alors le coq. Non. Venons-en au coq. Ce que je vous propose, c'est éventuellement de passer effectivement à cette question des repas dans les restaurations scolaires et plus végétariens, et plus généralement, pardon, aux repas végétariens, effectivement. Sur ce débat que nous avons eu, peut-être entendre vos positions à chacun. Je crois qu'elles sont relativement similaires, contrairement à la mienne, sur cette question. Je rappelle quand même en préambule que la restauration scolaire est un service rendu par la plupart des municipalités, mais il n'est en aucun cas un service obligatoire à rendre à la population. Merde, alors, c'est qu'on entend les grenouilles de... Non, non, j'ai cru qu'on entendait les grenouilles de... Ça doit être ton ventre, t'as faim. Non, c'est pas le mien, je sais pas lequel. Bref, allons-y, les grenouilles, ça serait rigolo à manger quand même. Là, ça se mange. Bah oui, je sais bien. Voilà. Voilà. Bref, le blanc. Alors, on parlait justement des repas végétariens à la cantine. Alors, tu rappelais, je sais ton attrait, et on le sait tous, ton attrait pour les collectivités. Donc, bref, tu les défends, c'est bien normal. Et c'est vrai qu'elles sont obligées de le faire. Donc, déjà, Attention, hein, les collectivités peuvent mettre aujourd'hui en place des repas de substitution, je les défends pas pour autant. Hein. Non. Moi, le problème, c'est que je pars à la racine de ce problème. C'est-à-dire que soit on impose de manière brute des repas spécifiques à l'origine, c'est-à-dire pendant des années, enfin pendant un certain temps, et on dit que c'est comme ça ne changera jamais. Ou le problème, c'est que si on avance, alors moi je me souviens, il y avait des repas sans huile de pain pour les allergies, des repas sans huile de machin, sans truc, sans machin. Après, on a eu les repas sans porc. On est d'accord, la diversité avec le poisson avec le poisson le vendredi. On a eu déjà des spécificités. C'est-à-dire que ça serait une spécificité en plus. Le problème, c'est qu'on est déjà entré dans l'ère des spécificités. Alors, je vois aucune raison de s'y opposer parce que malheureusement, alors après, ils diront oui, mais on va trop loin. D'accord, mais je vois pas le problème, si tu veux, si des enfants ont envie d'être. Le problème, c'est que je sais pas si c'est eux qui décident vraiment de l'être ou leurs parents qui décident qu'ils le soient. Mais c'est aussi ça mon problème. C'est pour les enfants dont on parle ou pour les collèges et les lycées. On parle de tout, hein, de De tout. l'enseignement. Alors, je ne sais pas. Des cantines, des Faut restaurations. interroger Louise. Sachant qu'il y a quand même une différence, c'est que très souvent, quand on arrive au collège, et encore plus quand on arrive au lycée, il y a une notion de self-service qui fait que l'on peut plus ou moins choisir son repas, Déjà, choisir au moins entre une viande ou un poisson, ou choisir tout simplement de faire l'impasse sur un produit venant d'animaux, comme vous l'avez très bien expliqué jusqu'à présent, et se diriger vers un repas de substitution qui, du coup, comme est au self, c'est pas vraiment de la substitution. Rappelons également qu'il existe dans les écoles des PAI, des programmes d'aide individualisés envers les enfants et les adolescents, qui visent, lorsqu'ils ont des problèmes de maladie, évidemment, à permettre tout simplement que le repas que leurs parents ont préparé, qui soit réchauffé à la cantine, ce qui normalement n'est pas possible pour des raisons d'hygiène dans la plupart des restaurations scolaires. Voilà. Louise, nous entendons ton avis, puisque nous le savons, tu es une fervente défenseur de cette possibilité d'avoir des repas de substitution végétariens. Oui, de substitution, et pour aller plus loin, mais du coup, toi, tu serais pas d'accord avec moi, carrément remplacer les repas actuels et faire que tous les midis, les enfants mangent un plat végétarien. Pourquoi pas? Ça évite toutes les polémiques autour de la religion en ce moment. Ça permet aussi aux personnes végétariennes de pouvoir manger équilibré, parce que quand on refuse de manger, quand on prend un plat et qu'on prend juste pas la viande, du coup c'est pas équilibré puisqu'il y a un manque souvent en protéines qui se compense par plein de choses comme le tofu et toute forme de soja et autres. Et du coup, ça permettrait aussi aux enfants de manger plus varié, je pense, de découvrir de nouvelles choses alimentaires, autres que les steaks frites, steaks pâtes, steaks légumes, et voilà. Et du coup, ça pourrait être intéressant, ça permettrait aussi de manger moins de viande, parce que ça n'empêche pas les enfants ensuite le soir chez eux de manger de la viande chez leurs parents, et ça du coup, au niveau santé, ce serait même meilleur pour tout le monde, j'imagine. Alors, on parle très souvent, et c'est vrai, de ces repas végétariens. Là, tu viens de l'expliquer. On peut équilibrer un repas en ne mangeant pas de viande, par exemple, ou en ne mangeant pas certains aliments parce qu'on retrouve des protéines dans tel ou tel aliment. Il me semble que c'est ce que défendait Maxime également quand il nous avait parlé d'un livre précédemment dans cette émission. Voilà, il y a la possibilité d'équilibrer les repas aujourd'hui
avec, lorsque l'on ne mange pas de viande, par exemple. Je pense même que ce serait plus équilibré que si on mangeait de la viande. Il faut savoir que dans la viande, il y a moins de protéines que dans plein d'espèces animales. Et si je dis pas de bêtises, c'est Mathieu Ricard qui relevait que la viande arrivait seulement en 14e position pour ce qui est des quantités de protéines. Donc c'est quand même assez... Alors Mathieu Ricard qui est un moine bouddhiste. voilà, un moine bouddhiste, vous pouvez retrouver sa vidéo sur Le Monde, et qui effectivement défend cette idée du menu végétarien dans les cantines pour les raisons qu'on vient d'évoquer et puis également pour résoudre finalement ce problème des particularités des religions, des différents régimes qui ne sont pas forcément religieux. Marc, doit-on effectivement trouver une solution entre guillemets de facilité comme celle-ci, et d'autres diraient que c'est pas une solution de facilité mais une solution de progrès, pour résoudre tous les problèmes liés à l'alimentation dans les cantines et aux multiples demandes aujourd'hui? Bah, le problème, c'est que tu parlais des demandes. Déjà, je suis pas sûr que les demandes enfin, les demandes végétariennes soient majoritaires. Donc de là à uniformiser partout des repas végétariens le midi, déjà, je pense que c'est utopique. Et alors, hormis ça, alors passons éventuellement cette difficulté-là. Mettons que Utopique économiquement, hein, déjà, premièrement. justement, j'allais venir là-dessus Mm. en te disant que quelle cantine, il doit y avoir des partenariats avec des lobbies de grosses productions industrielles, etc. Je pense que la viande, ça se vend très bien, les steaks, ça se vend très bien, certaines frites, ça se vend très bien. Alors, bon, évidemment, ces frites, c'est censé être végétarien, bien évidemment, mais je veux dire, quand on voit les quantités de viande qui sont consommées dans les lycées, dans les collèges, dans les primaires, là, il va y avoir tout simplement un problème, j'allais dire, enfin pas économique, Il y a mais qu'à voir problème de effectivement, lobbying, il si y a- vous il y voulez. a qu'à voir dans les selfs la différence entre la Bien sûr. consommation de viande et la consommation de poisson Bien quand sûr. les élèves ont le choix. Bah, moi, c'est simple, regarde, bah, allons au Crous, si vous voulez manger vite et être servi tout de suite, Et bah, mal. vous- Si vous voulez non, manger vite et bah, mal. bon, non, pour le prix, enfin bref, pour certains Crous qui sont pas très chers, ça vaut largement, ça vaut largement. Nutritionnellement, en tout cas, gustativement, des fois ça dépend, mais bon, en tout cas, on sait que c'est bon, c'est meilleur que d'autres Pardon, trucs comme les tu sandwichs et tout. précisais le nutrition. On est dans une université, ouvrons le débat. Oui, oui, non, Tu non, disais que nutritionnellement, c'est intéressant ou ce n'est pas intéressant? moi je disais que c'est intéressant. D'accord. Non, mais par N'avons rapport, pas fréquenté le même crous. non, nutritionnellement, je te parle pas gustativement. Mais oui, Je te non, parle- mais- je non, te non, par- non, je parle pas de gustativement. Évidemment, tu as le choix, Tu entre, parles- t'as le tu choix parles- entre des trucs bien gras et des trucs moins. Mais si tu prends un truc dit classique, même si c'est un repas de viande, ça sera toujours meilleur que le McDo. Non, mais que le quand, Quick. quand le crous, ouvrons le débat, quand le crous, ici même sur le campus de Marne-la-Vallée, te propose au choix croque-monsieur frites ou poisson légumes, et que tu ne peux pas croiser ce que je viens de dire, c'est-à-dire prendre croque-monsieur légumes ou alors poisson frites, en quoi cela est-il C'est pas. Non, je pense. de nutrition? Enfin, là, va falloir qu'on m'explique. Non, je pense que là, non, là, c'est Il y a exagéré. une- il y a une faute du crous en la matière. Non, je pense que c'est exagéré parce qu'en tout cas, pour moi, à l'époque où je le fréquentais régulièrement, le stand de poisson et le stand de viande étant à côté. On ne parle pas du même crous en fait. Il y en a Tu deux parles sur le campus. Et moi, je te parle de celui de celui qui- Copernic. Voilà, je te parle de celui qui est à côté de la gare. Alors RER. évidemment, il y a des problèmes. Là, évidemment, mais en tout cas, moi, je sais pour l'avoir fréquenté et j'avais au départ, c'est vrai, des a priori avant d'y aller en me disant c'est pas bon, etc. Mais non, je veux dire, on avait la possibilité de manger ce qu'on voulait, les plats de viande et de poisson étant à côté, on avait le droit de croiser des légumes, prendre que des légumes, on pouvait faire ce qu'on voulait. Il y avait des légumes en entrée, il y avait des desserts, il y avait des laitages, il y avait des fruits, il y avait, je veux dire, il y a déjà beaucoup de choses. Je veux dire, si on veut déjà manger végétarien, on peut. C'est-à-dire que Ou pas. si on peut, si Non, on si. c'est pas équilibré, je trouve. Oui, non, mais bon, il n'y a jamais aucun plat qui peut être dans des cantines hyper équilibré. C'est-à-dire que entre certains, je veux dire, il faudrait faire des calculs entre savoir est-ce que c'est mieux ça ou pas équilibré, etc. Il peut y avoir bon, le tofu si tu veux à la limite, mais Et puis n'oublions pas qu'un seul repas sur tous ceux de la journée est effectué en restauration scolaire. bien sûr déjà, oui, bien sûr déjà. Non, mais en tout cas, tu peux manger Et- végétarien. et C'est pas forcément équilibré, tu peux avoir des carences, mais quand tu es habitué à manger végétarien, tu le sentiras pas. Et rappelons, Je pense. parce que les auditeurs ne le savent pas forcément, que les menus dans les restaurations scolaires sont évidemment normés, mais ils sont normés non pas au jour, non pas à la semaine, mais en je ne sais plus combien de jours d'ailleurs, mais en plusieurs jours. Et donc forcément, il s'agit d'avoir un suivi non pas sur un jour, puisque en restauration scolaire, un repas équilibré, c'est très rare, puisque les normes ne sont pas du tout dans cette optique-là. Les normes de restauration scolaire sont établies sur plusieurs jours, et donc vous devez
vous devez établir effectivement un planning nutritif sur plusieurs jours. Donc déjà, il faut être à la cantine bon, bah, tous les jours pour pouvoir suivre cela. Et en plus, on ne peut pas parler d'un repas, mais de plusieurs. Donc il faut suivre toute la chaîne des repas et donc être cohérent dans sa consommation, puisqu'à partir du moment où le lundi, vous allez prendre un repas végétarien et le mardi, un repas normal pour X ou Y raison, parce que peut-être c'est du poisson et pas de la viande, et que le poisson ne vous pose pas de problème, vous venez de briser tout simplement le programme qui normalement était destiné aux élèves. Marc parlait d'utopie. Est-ce qu'on effectivement, c'est compliqué à mettre en place et puis, surtout, il faudrait une sacrée volonté politique et puis, affronter, tous les détracteurs de cela. Mais, n'y a-t-il pas un problème lorsque l'on souhaite, actuellement, par exemple, mettre 2 systèmes en place? Un système, par exemple, de repas, principal et puis un repas secondaire en cas de besoin. Est-ce qu'il n'y a pas un problème face à cela de gestion quand on sait que ce sont des grandes entreprises qui fournissent la plupart des restaurations scolaires aujourd'hui, voilà, que ce sont des fournisseurs qui ont des cuisines centrales et qui envoient des repas et qu'il faudrait se renseigner assez rapidement pour savoir finalement qui mange quoi le midi. Oui, bah, du coup, ça obligerait, je reviens aussi sur ce que disait Marc par rapport au lobby, etc. Bah, faudrait, oui, comme tu dis, avoir une grosse volonté politique déjà. Ça lancerait aussi un nouvel aspect de l'économie, ça développerait toute l'alimentation végétarienne, donc tout ce qui touche au soja, tofu, et encore, je connais pas par cœur les plats végétariens, mais ça permettrait de varier, de manger plus équilibré. Et après, oui, il faudrait refaire des études, et c'est sûr que les entreprises actuelles qui fournissent les cantines ne pourront pas, seront obligées de changer leur menu. Donc, si c'est le gouvernement qui l'impose, est-ce qu'ils ne seront pas en mesure de le faire? Je sais pas. Alors si on va jusqu'à caricaturer le débat, tu nous parles là par exemple de 2 ingrédients, le tofu, le soja, qui moi personnellement, en tant que, n'en ayant pas consommé énormément, je ne m'y suis pas habitué et c'est quelque chose qui me repousse et j'imagine que ça repousserait une partie des enfants. Alors il faut imaginer commencer ce genre de choses le plus tôt possible pour les habituer à manger ces ingrédients puisqu'on sait aujourd'hui que, on est habitué à manger des ingrédients et c'est ce qui fait en partie qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas et la découverte est toujours un moment un peu compliqué. Voilà, est-ce que ce serait pas un petit peu compliqué aussi à faire passer ces ingrédients qui n'ont pas toujours la popularité qu'ils méritent? Bah, moi, je trouve pas ça si repoussant que ça, puisqu'au final, ça a pas vraiment de goût. Donc, au final, on peut les assaisonner un peu comme on veut. Après, peut-être que gustativement, oui, on perdrait le plaisir de la viande. Après, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche vraiment, se faire plaisir gustativement, et du coup, au détriment bah, premièrement, de la mort de milliards d'animaux. Et ensuite, bah, faut aussi savoir que la production de viande, ça pollue énormément. Ce serait aussi une grosse avancée écologique, je pense. J'avais vu des chiffres qui montraient que la production animale polluait plus que les transports en commun, avions, tout ça réuni, ça pollue encore plus. Du coup, ça permettrait une grosse avancée au niveau politique, protection de l'environnement, ça permettrait une ouverture et plus de cohérence dans notre respect de la nature. D'accord. On va passer à notre dernier item finalement de la soirée, le réchauffement climatique. On parlait de nature dans cette émission, on vient de parler, bah, tu viens justement de nous parler de pollution, du fait que bah, aujourd'hui notre consommation pollue énormément, la préparation de notre consommation, et effectivement Marc en parlait tout à l'heure, hein, les élevages en batterie, etc. C'est Nicolas Hulot qui tire la sonnette d'alarme, mais c'est pas nouveau, on le sait, il s'était présenté déjà devant de nombreuses personnes pour tirer cette sonnette d'alarme. Il a fait une vidéo, tu souhaites nous en parler un petit peu de sa vidéo et de sa pétition qui rencontre un franc succès évidemment. Bah, alors sa vidéo, c'est pour sensibiliser les gens, pour qu'ils signent sa pétition qui appelle les gouvernements, plus particulièrement le gouvernement français, à enfin prendre les mesures nécessaires face au réchauffement climatique et éviter que la planète se réchauffe de 2 degrés. Et donc, par cette pétition, il cherche à appeler le gouvernement à prendre des responsabilités
surtout par rapport à la COP 21 qui va se tenir en décembre. Du coup, il a fait une vidéo que je trouve assez sympa, originale, puisque ça s'adresse aux jeunes principalement. Il demande d'ailleurs aux jeunes youtubeurs qui font des vidéos d'intervenir sur cette vidéo pour sensibiliser les gens, pas sur le réchauffement climatique même, mais plus pour dénoncer la- l'inactivité des gouvernements ou leur inefficacité en tout cas. Donc c'est vrai que ça a l'air d'avoir plutôt bien marché puisque aujourd'hui c'est impossible de signer la pétition car ça a trop de succès et du coup ils sont en Débordé. saturation. Alors effectivement, vidéo, tu le disais, bien réalisée, bah, voilà, il y a la participation dans cette vidéo de bénévoles enfin de stars d'internet qui, l'ont fait bénévolement. Golden Moustache, Studio Bagel, Mademoiselle.com, McFly, David Koska. Finalement, Marc, est-ce qu'on n'a pas là, à travers l'action de certaines, stars entre guillemets, comme Nicolas Hulot, la transmission de pensées qu'aurait un Michel Onfray qui écrit un livre, évidemment très détaillé, très long, très philosophique. Mais voilà, est-ce que ces stars ne portent pas là le même message finalement qu'un Michel Onfray, qui détaille évidemment davantage sa pensée, et je pense qu'il n'aimerait pas forcément être caricaturé comme je suis en Non, train de le faire. on peut pas faire une émission entière sur le livre d'enfant en une heure. Enfin, en une heure et demie, parler de tout le texte. Déjà, en parlant de trois chapitres, c'est déjà ambitieux, mais bon, on l'a fait. Euh, je dirais que ce qui me dérange, c'est tout justement, c'est ce parrainage qui est derrière. Je trouve que quand on regarde, alors évidemment c'est bien, on sait que le réchauffement climatique a lieu, mais quand on regarde aux côtés de ceux qui font de la climatologie, on se rend compte, au même titre que je faisais sur le végétarisme jusqu'au véganisme, que c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que, évidemment, l'homme est responsable en partie, mais en partie, voilà, c'est ça que je veux dire, en partie. C'est pas le seul responsable non plus, il y a aussi des rythmes qui sont ceux de la nature, avec un grand N, et des cycles climatique. Donc tout ne dépend pas de l'homme. Alors si évidemment l'homme en se développant peut avoir, et je suis pour, une forme de développement plus raisonné, et voilà, mais on le voit dans certaines politiques, même si je ne m'en réjouis pas, bon, c'est quand même un pas en avant sur les voitures électriques, sur de passer du diesel à l'essence. C'est vrai que bon, ce qui me dérange, c'est l'incohérence et l'anachronisme qui est fait par ces politiques-là, et surtout par le lobbying qui est derrière. Mais en principe, je suis d'accord. Je suis aussi d'accord pour dire que ça m'embête que Paris soit une ville sans voiture, mais quand on voit la pollution, on peut que se dire que c'est vrai, c'est quand même assez ambitieux, même si ça ne me réjouit pas et que toute l'économie tourne là-dessus. Je suis d'accord aussi pour dire que il faudrait faire du covoiturage, qu'il faudrait pouvoir prendre les transports en commun pour éviter de consommer. C'est vrai qu'on vit un peu dans le luxe aujourd'hui, c'est vrai, avoir une voiture par personne, hein, on consomme énormément alors qu'on pourrait être quatre dedans. Évidemment que ça joue un rôle, mais est-ce que c'est dans nos pratiques quotidiennes que on sent le plus ça? Je dirais non. Il y a derrière tout ça, c'est pour ça qu'il faut viser les bons acteurs, ceux voilà, qui polluent le plus et qui créent la consommation. Parce que bon, c'est pas nous. Ça me fait marrer cette phrase qu'on sort toujours. Oui, mais on répond à une demande. Enfin, oui, si on savait pas que c'était possible à faire et que vous n'avez pas proposé cette demande, la demande ne serait même pas là. Donc, ça me fait un peu marrer, si vous voulez. C'est toutes ces incohérences, même si je pense que c'est un sujet sérieux et qui, même si je suis pas pour l'espèce de théâtralisation, etc., qui est faite par Nicolas Hulot ou autre, il faut en parler, mais en parler intelligemment. Et viser les bons coupables, les grosses productions, ceci, cela, mais aussi changer nos modes de vie, mais avant tout cibler ceux qui produisent et ceux qui permettent que nos pratiques soient ainsi. Mais justement, Nicolas Hulot, du coup, dans cette vidéo, il appelle les gens à signer sa pétition pour que les grands acteurs réagissent par rapport à ça. Du coup, là, ça s'adresse plus aux politiques, mais après, c'est aux politiques de prendre les mesures face aux grosses entreprises qui incitent à la consommation, justement. Là, alors, en théorie, je suis, alors dans ce cas-là, je suis, non, mais il faut aller encore plus loin, je pense. Déjà, on sait très bien qu'une pétition n'a aucune finalité, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Souvent, c'est le cas.
que ça vise les grandes entreprises, d'accord. Et tu dis surtout que c'est politique. Alors, je suis d'accord avec toi que c'est politique, mais que vont faire les politiques? Est-ce qu'ils vont dire à Renault de fermer leurs usines? Est-ce qu'ils vont dire aux grandes égéries industrielles de fermer leurs usines? Non. Qui va en pâtir? Nous. Je pense qu'on... ne prenez pas vos voiture pour ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci, ne faites pas de feu au fond de votre jardin parce que c'est pas bon. Ouais, c'est ça le problème, c'est que la politique ne réagit jamais en tant que politique, elle est soumise à l'économie. Et étant soumise à l'économie, qui subit malheureusement ça, c'est nous directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... À l'échelle globale, je trouve que même s'il y a... Et voilà, je résume des fois un peu trop. Même s'il y a des fois des choses qui sont imposées aux entreprises pour leur dire bah, faites pas ci, faites pas ça, et c'est respecté plus ou moins, mais en tout cas il y a des choses, il ne faut pas que je caricature non plus. Mais en tout cas, ça touche beaucoup plus les petits gens, comme dirait Maxime, que nous, que ceux qui produisent le plus. Donc oui, dans l'idée, dans la pratique, j'ai mis quelques doutes, mais bon, c'est Bah, de toute ainsi va façon, la vie. c'est toujours le problème, mais justement, il serait temps qu'ils réagissent, sinon on fait quoi? On reste à rien faire. Non, oui, non, mais c'est bien qu'ils réagissent, mais moi, je serais pour qu'on vise les bons acteurs à viser. Ouf, excusez-moi Voilà, pour la phrase. il Il est tard. Non, c'est l'heure d'aller manger un il faut. burger. Alors, si après, moi, s'il y a une grande. Déjà, s'il y a un grand mouvement, et de toute façon, ça changera forcément, parce que le jour où on sera vraiment les pieds dans la bouse, on se dira, bah, il faut faire quelque chose. Donc là, on faudra. Enfin, on a l'impression qu'on est toujours comme ça, on réagit vraiment à la dernière minute. Oh merde, c'est comme ça. J'ai encore juré, il faut que j'arrête. En tout cas, pour aller manifester contre ces grosses productions, oui, je serai le premier à y aller. Mais ce qui m'embête, c'est que ces pétitions aboutissent à des réformes politiques et qui ne visent pas les plus gros producteurs, enfin les plus gros pollueurs, mais les petits Oui, gens qui vise simplement à communiquer. qui visent à communiquer. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a fait? Regardez, qu'est-ce qu'on a fait par exemple pour dire qu'il faut prendre en compte l'environnement? Là, je sors que du cadre du réchauffement climatique. On a dit qu'il faut avoir un développement durable. Est-ce que vous voyez tout le marché économique qu'il y a derrière le développement durable pour produire, pour ceci, pour cela, pour machin? Il y a toute une production qui peut-être offre des matériaux qui sont durables, mais qui dans la production n'a rien de durable. Donc c'est aussi ça le problème, c'est que c'est mon pessimisme qui va m'emporter. Je sais que c'est pas bien et je sais qu'il faut être optimiste de temps en temps et se dire qu'on peut faire quelque chose. Et c'est en raisonnant comme moi qu'on fera jamais rien. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais quand on me dira on va viser ces acteurs-là, on va faire en sorte et que enfin le politique reprend le pas sur l'économique, là je dirais je suis à fond. Mais je pense qu'avant il faudrait, avant toute réforme qui est légitime et qu'il va falloir absolument faire en sorte qu'elle soit légitimable aux yeux de tous, il faut faire en sorte que notre pouvoir soit plus inféodé aux lois de l'économie. Et c'est peut-être malheureux, mais il faut faire changer ça. Et à mon avis, on n'est pas prêt de le faire, malheureusement. Eh bien, voilà, merci beaucoup. On a bien compris qu'il fallait prendre conscience des choses dans ce débat sur le réchauffement climatique, prendre conscience des choses également dans le débat, pardon, au début de cette émission, voilà, sur la nature, l'homme et comment l'homme doit se positionner vis-à-vis de la nature, et également, effectivement, un débat qui est ouvert sur eh bien, la restauration scolaire, mais également, voilà, sur notre façon de consommer de manière générale. Ce que je vous propose, c'est de terminer ce débat autour d'un bon burger végétarien. Effectivement. Non, mais voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, messieurs, dames. Merci Ça, à vous n'êtes pas Louise. habitué. Hein. Pardon? Vous n'êtes pas habitué à dire messieurs, dames. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Louise, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Marc d'avoir également été présent. Merci à tous nos auditeurs. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à cette émission et aux suivantes par le biais de nos réseaux sociaux, Facebook, Politiquement Incorrect, RECC, et pas sur Twitter, Incorrect. Voilà. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Politiquement Incorrect et nous espérons vous retrouver toujours aussi fidèles. Merci beaucoup, très belle soirée et à bientôt. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube. Radio Rec. La radio étudiante.